Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas parlé d'Amérique latine ici en direct. Et donc, je suis très heureux d'avoir la possibilité de cette rencontre aujourd'hui sur le problème de la biodiversité amazonienne qui concerne plusieurs pays d'Amérique latine et le département région de la Guyane française. Je vais en profiter aussi pour parler d'un document concernant l'environnement général en Amérique latine, mais rassurez-vous, ça sera très bref. Je ne vais pas prendre beaucoup sur le temps des deux conférencières principales que je vais vous présenter. Alors, je regarde mes papiers quand même. Alors d'abord, Cataline Gamba Trimigno, qui est colombienne, qui réside en France depuis 2017, d'après ce qu'elle nous a dit, et qui s'intéresse à la gestion participative de la biodiversité, son utilisation durable et les différents systèmes des connaissances s'y associant. En France, elle a collaboré notamment avec le CIRAD, a coordonné le programme de coopération internationale paix et biodiversité en Colombie dans le cadre des accords de paix colombiens de 2016 entre le gouvernement colombien de l'époque et la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Et avec plus de 10 ans d'expérience multi-pays, elle combine actuellement des missions en tant que consultante auprès de diverses institutions, notamment l'OTCA, c'est d'ailleurs un document réalisé dans le cadre d'un travail de l'OTCA, l'organisation du traité de coopération amazonien, qu'elle combine avec l'enseignement universitaire, des activités associatives dans la banlieue parisienne. Elle est membre du GRECOL, ALC, depuis 2020, dans le groupe de réflexion et d'études sur l'Amérique latine et la Caraïbe, dont la responsable est actuellement en Colombie. C'est grâce à elle que nous sommes entrés en contact, donc je tenais à la saluer ici, Angélica Montes Montoya. Donc il faudra, j'espère qu'elle pourra suivre, puisque cette soirée est enregistrée, les débats d'aujourd'hui. Et la deuxième conférencière, deuxième dans l'ordre, mais pas dans la hiérarchie des interventions, est une responsable, Madame Catherine Aubertin. À Catherine également. Oui, bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de diversité. C'est un prénom international. Économiste de l'environnement, directrice de recherche à l'IRD, à l'Institut de recherche pour le développement, et actuellement en poste au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, je vais citer ce qui est entre parenthèses. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. UMR, PALOC, IRD, MNHN. Bon, ça, ce sont des sigles administratifs qui sont toujours difficiles à saisir pour ceux qui ne sont pas dans le cénacle. Après diverses affectations en Côte d'Ivoire, au Laos, au Brésil, en Guyane aussi, je crois, elle travaille sur le suivi des conventions internationales d'environnement, la diversité biologique, le climat, leurs implications avec la mise en œuvre du protocole de Nagoya et de l'accord de Paris et de leur traduction locale. Elle travaille également l'utilisation des outils économiques pour la conservation, marché mécanisme, REDD, paiement pour services environnementaux, accès, partage, désavantages, compensation. On me signale que vous faites partie du comité de rédaction de la revue Nature, Sciences et Société, la chronique également Disputes environnementales de la revue Pour la Science. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France et secrétaire adjointe de la section Environnement et Territoire. Je voudrais également signaler et remercier Maya Laurence, pardon, j'avais pas les bonnes lunettes, qui a été la cheville ouvrière de la soirée, qui a pris les contacts avec tout le monde, a fait un énorme travail, donc il fallait en tenir compte et la remercier. Donc moi je voulais simplement par quelques mots ici
signaler que vous pouvez avoir accès par Internet sur le site de la Fondation Jean Jaurès à une étude qui a été publiée l'année dernière, qui est une étude non pas scientifique, enfin scientifique dans sa méthodologie, mais pas de la science dure, une étude sur le ressenti de l'environnement dans 13 pays d'Amérique latine. Alors ça se présente comme ça sur Internet, donc vous pouvez le consulter. C'est une enquête climat qui a été réalisée par le BVA avec le soutien de la Banque européenne d'investissement, qui est assez intéressante dans la mesure où le principal enseignement qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, il y a une sensibilité environnementale dans la plupart des pays d'Amérique latine, à condition de sauter la première question. La première question était très simple. Est-ce que vous pouvez classer par ordre hiérarchique les questions qui, pour vous paraissent les plus importantes, avec l'environnement dans la liste? Et le résultat a été le suivant. La première préoccupation, c'était une enquête qui a été réalisée il y a 1 an, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup changé. La première préoccupation était l'insécurité physique. La deuxième, c'était la pauvreté, donc le fondamental de la vie. Le troisième point étant le chômage et le quatrième, l'environnement. Et alors ça m'amène à faire deux remarques que j'ai présentées d'ailleurs dans l'introduction du rapport et dans d'autres documents. Les responsables latino-américains doivent faire face, pour les plus sensibles aux questions environnementales, dans ce qu'on a vu lors des différentes COP notamment, l'actuel président du Brésil, Inácio Lula da Silva, et le président colombien Gustavo Petro. Donc ils ont mis l'environnement dans une place importante de leur agenda gouvernemental, mais ils ont mis aussi les questions sociales telles qu'elles apparaissent d'ailleurs dans les préoccupations de leur population. Le problème, c'est que l'un, la protection de l'environnement, et l'autre, les préoccupations sociales, supposent un niveau de développement qui n'est pas souvent très facile à mettre en harmonie. Il peut y avoir des contradictions, donc on le constate par exemple même au Brésil, où effectivement le président Lula a pris à bras le corps le problème de la déforestation en Amazonie. Il est sur le point de résoudre le problème qu'avait laissé filer son prédécesseur Jair Bolsonaro, mais le Brésil également, même en Amazonie ou à l'embouchure de l'Amazone, a donné des autorisations d'extraction de pétrole. Il y a des problèmes d'extraction minière. L'agro-industrie est ce qui apporte peut-être le plus au Brésil en termes de devises. Et entre 2003 et 2010, donc les 2 premières présidences de Lula, c'est ce carburant-là, si je puis dire, qui avait permis au président brésilien de réduire de 50 millions de personnes celles qui étaient sous le seuil de pauvreté. Donc là, il y a un véritable problème. C'est un problème dont on a parlé tout à l'heure au sujet de l'Équateur, qui s'est posé au président Correa à un moment où il avait un énorme besoin de devises. Donc sur le secteur de l'Amazonie équatorienne, Yasuni, Tété, on avait découvert des réserves, inventé des réserves pétrolières pas si importantes que ça à l'échelle mondiale, mais à l'échelle de l'Équateur,
ça représentait un apport important. Et si vous vous rappelez bien, le président Correa avait quand même fait appel à la communauté internationale. Ça me permettra de faire le lien avec le deuxième point que je voudrais évoquer. Il a dit, bon, puisque la communauté internationale se déclare très préoccupée par les problèmes de l'environnement, en particulier en Amazonie, en Amérique latine et en particulier en Amazonie, je fais appel, à travers les Nations Unies, je fais appel à la solidarité internationale. Donc l'Équateur accepte de perdre les revenus qu'il pourrait percevoir en exploitant ce gisement pétrolier dans une zone particulièrement sensible de l'Amazonie. Je prends en charge 50% de cette perte. Je lance un appel à la communauté internationale sur les 50% restants. L'appel a été lancé, il y a eu quelques relais, quelques États, très peu, qui ont apporté une petite somme d'argent, quelques collectivités locales. Il y a eu des mouvements militants réels, ça a soulevé certains espoirs, mais qui n'ont pas été à la hauteur de l'enjeu. Et donc le président Correa a dit, bon, ben maintenant je siffle la fin de partie, puisque vous me demandez de protéger à ma charge une réserve, une source de pétrole qui se trouve dans le sous-sol de mon pays et dont j'ai un urgent besoin en ce moment, vous ne voulez pas payer, donc je mets en exploitation ce pétrole. Donc le deuxième point que je voudrais brièvement évoquer, c'est qu'il y a une géopolitique de l'environnement, particulièrement en Amazonie. Déjà dans la définition de l'organisation du traité de coopération de l'Amazonie. Donc ce traité regroupe 8 pays indépendants, et ils ont contourné le problème de la Guyane dans un article, l'article 27, qui déclare qu'il n'y aura plus d'adhésion au traité. C'est-à-dire que la Guyane, ou la France, à travers la Guyane, ne pourra pas adhérer au traité, ce qui aurait été... ça aurait pu être possible, parce que sur le traité d'union des pays de la Caraïbe, la France est représentée par la Martinique et la Guyane et la Guadeloupe, qui occupent de façon tournante la place de la France. Donc on aurait pu imaginer la même chose en Amérique, dans cette partie d'Amérique du Sud où se trouve l'Amazonie. Ça n'a pas été possible. Et je dirais même que la coopération franco-brésilienne, dont vous allez exposer le détail, les fruits, il y a eu une rencontre extrêmement fructueuse entre les deux présidents l'année dernière, ou cette année, pardon, entre le président français Emmanuel Macron et le président Lula à Belém. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre. Ça n'a pas été facile à mettre en œuvre parce que la protection de l'environnement dans les pays du Sud est souvent les termes des problèmes d'environnement, de la défense d'environnement dans les pays du Sud sont souvent posés avec un certain surplomb par les pays du Nord, comme si il s'agissait de territoires appartenant à la communauté internationale et donc sans souveraineté particulière. Il y avait eu une prise de position qui avait été très critiquée au Brésil à l'occasion d'un G7 par le président français qui avait considéré qu'on pouvait passer outre, donc avec des contacts directs avec des populations autochtones, ou même proposer une internationalisation de l'Amazonie. C'était à l'époque d'un président imprésentable au Brésil, Jair Bolsonaro, mais il avait obtenu le soutien de l'ensemble de la classe politique et notamment des partisans du président Lula à ce moment-là, considérant que l'Amazonie effectivement avait besoin d'être défendue, mais que ceux qui voulaient la défendre devaient d'abord taper à la porte de ceux qui en étaient les légitimes souverains. Donc il y a eu tout au long, j'ai fait une note à la Fondation Jean Jaurès, de propositions croisées sur la forêt tropicale, le président Lula invitant à une réunion de l'OTCA qui s'est tenue en août l'année dernière le président Macron invitant au Gabon pour One Forest Summit le président Lula qui ne s'y est pas rendu. Donc c'est une coopération entre Nord et Sud qui n'est pas aussi évidente qu'il y paraît,
Et les pays, enfin Lula a même eu, à l'occasion d'une rencontre avec son homologue colombien, à Laetitia, en juillet 2023, des paroles assez dures sur ce qu'il a appelé, il l'a repris, donc la formule d'un chercheur français d'ailleurs à propos de l'Afrique, il a parlé de colonialisme vert. Donc c'est une question qui est importante, hein, qu'on vient d'aborder. Qui a provoqué d'ailleurs des réactions dans les milieux militaires brésiliens qui ont élaboré il y a 2 ans environ une espèce de livre blanc dans lequel la France était considérée comme la menace principale du Brésil, donc après les propos qui avaient été tenus par le président français sur l'internationalisation de l'Amazonie. Donc voilà, donc je vous renvoie pour avoir beaucoup plus de détails au document qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès comme présentant les commentaires sur le sondage réalisé par BVA. Et je signale que par ailleurs, nous avions sollicité pour leur demander de réagir à cette enquête une dizaine de chercheurs du Brésil, de Colombie, du Pérou, enfin, dont les témoignages figurent dans ce document. Donc maintenant, on va parler à la partie scientifique pure. Et donc, je vais passer la parole à ma voisine de droite, Catherine. Pas de droite, mais... à droite. En lui demandant donc de présenter le document auquel elle a collaboré dans le cadre de travaux commandés par l'OTCA. Et il faut faire que... Non, ça marche. Et merci beaucoup. Buenos días, bonjour. Et c'est un honneur d'être ici aujourd'hui et de partager l'espace avec Catherine et avec Jean-Jacques. Et c'est un honneur aussi de présenter un travail collectif qui a été mené pendant 2 ans par plus de 100 personnes de l'Amazonie. Et ce sont des personnes détentrices de différents systèmes de connaissances. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats du rapport sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques en région amazonienne, c'est un travail qui a été coordonné par l'organisation du traité de coopération amazonienne. Et donc aujourd'hui, je porte plusieurs casquettes. Donc je vais démarrer mon intervention avec une petite présentation de l'association GRECOL ALC, dont je fais partie. Et aussi avec une petite présentation de l'organisation intergouvernementale OTCA. Et je vais ensuite parler de la méthodologie qui a été utilisée pour l'élaboration du rapport sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques en région amazonienne, qui est en fait, c'est une méthodologie d'interface sciences politiques qui a été utilisée depuis 2012 au niveau international pour produire ce type de rapport, ce type d'évaluation de biodiversité. Et je vous donnerai ensuite un petit aperçu des messages clés qui sont présentés dans la note de synthèse du rapport, parce que le rapport il est trop long pour les présenter en sa totalité aujourd'hui, ce sont plus de 1000 pages. Donc on va se focaliser seulement sur la note de synthèse. Et après, je parlerai un peu plus en détail des sujets qui sont liés plus à mon travail en Amazonie, tels que la bioéconomie et les connaissances autochtones. Et donc, pour démarrer aujourd'hui, je suis ici en tant que membre de l'association GRECOL ALC. Et c'est le groupe de réflexion, d'études et de coopération Amérique latine-Europe. Et nous avons l'ambition dans cette association française de coopération scientifique de diffuser les travaux et la pensée des personnes de l'Amérique latine et des personnes qui sont intéressées par l'Amérique latine. Et donc, pour ce faire, nous essayons de diffuser les travaux qui sont menés là-bas et aussi de promouvoir et de faciliter les échanges et les projets entre la France et l'Amérique latine et la Caraïbe. Ensuite, je suis aussi pour présenter un rapport qui a été coordonné par l'OTCA. Donc, j'ai amené tous les drapeaux de l'OTCA
qui est en effet compris 8 pays, les 8 pays de la région amazonienne. Et comment je peux pas... Comment? Je voulais utiliser cette petite fresque qui a été élaborée dans le cadre de l'évaluation pour présenter quelques messages de l'évaluation. Je ne sais pas si ça se voit trop, mais en tout cas, il est partout. Et donc ici, vous voyez les différents pays qui font partie de l'ODCA et de l'Amazonie. Et donc on a le Brésil, le Suriname, la Guyane, non, les Guyanes. Pas la Guyane française, les Guyanes, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et la Bolivie. Et donc, pourquoi le département français de la Guyane ne fait pas partie de l'ODCA? Jean-Jacques, il en a parlé un peu, mais seulement pour dire que, en fait, l'ambition de l'ODCA, c'est de créer un groupe de pays du Sud qui peut défendre et tenir une position diplomatique, technique et scientifique pour la défense de l'Amazonie. Donc, c'est pour ça que par définition, c'est une organisation de coopération Sud-Sud. Et la France n'est pas le Sud, donc elle n'est pas admise dans l'organisation. Et après, il y a plein d'enjeux géopolitiques là-bas, dont je vais pas y aller là-bas, mais ça, c'est la principale raison pour laquelle ce sont seulement les pays de l'Amérique du Sud qui sont partis de l'ODCA. Et donc, en effet, comme l'ODCA, c'est une organisation intergouvernementale, toutes les décisions sont prises par consensus par les différents pays qui font partie de l'organisation. Et ce sont ces pays qui ont mandaté l'organisation de faire une évaluation de l'état de la biodiversité dans la région amazonienne. Donc, en 2021, la ODCA a démarré la préparation de ces rapports, que c'est la première évaluation subrégionale sur l'état de la biodiversité et des services écosystémiques en Amazonie. Et le principal but de cette évaluation, c'est d'orienter les prises de décision dans la région, les prises de décision politiques. Et comme je vous disais, le rapport, il a suivi la méthodologie de l'IDBES, que c'est le panel intergouvernemental en biodiversité et services écosystémiques, qui a déjà élaboré d'autres évaluations en biodiversité. Et dans cette méthodologie, c'est une méthodologie qui se sert de l'intelligence collective et dont les différents auteurs et autrices, ils sont sélectionnés et après, une fois qu'ils démarrent l'écriture et une fois qu'ils rédigent les différents chapitres, les chapitres sont révisés plusieurs fois. Ils sont révisés d'abord par un comité scientifique. Ensuite, ils sont révisés par des autres fonctionnaires de chaque pays. Ils sont aussi ouverts à commentaires externes. Ensuite, il y a une deuxième élaboration de chaque chapitre qui essaye de prendre en compte toutes les recommandations des différentes personnes qui ont révisé les rapports. Et finalement, quand le rapport se considère fini, il est soumis à l'approbation des différents pays qui ont demandé son élaboration. Et ça ne veut pas dire que le rapport il est contraignant juridiquement, mais le fait d'avoir les différents pays et les différents fonctionnaires politiques qui sont chargés du traité de coopération amazonienne dans l'élaboration et dans l'approbation, ça crée quand même un engagement de la part des gouvernements. Donc, c'est dans cette méthodologie qu'on a démarré l'évaluation en 2021. Et on a finalement fini en 2023. Et les personnes sélectionnées ont été assignées à chaque fois à 6 chapitres, à savoir. Et il y a un chapitre qui c'est l'introduction et le contexte sur l'Amazonie. Il y a ensuite l'état et tendance de la biodiversité et des contributions de la nature à la société. Il y a les pressions qui menacent et affectent la biodiversité. Il y a aussi un chapitre qui est très important, en particulier pour la région amazonienne, que c'est le dialogue entre différents savoirs et connaissances associés à la biodiversité. Il y a ensuite un chapitre sur les trajectoires vers la soutenabilité et le bien vivre, que c'est un concept du Sud, et que c'est un concept de développement
et qui est particulière aux communautés autochtones. Et en espagnol, on dit les buen vivir. Et je vais parler un peu de ça après. Et finalement, il y a un chapitre qui s'agit sur les politiques et les institutions pour la gouvernance de l'Amazonie. Donc, chaque chapitre avait des différents auteurs, entre 20 et 25 auteurs et autrices. Et il y avait aussi 3 personnes coordinatrices. Et les auteurs et les autrices, elles ont rédigé leurs propos à partir de différentes sources d'informations, notamment des documents scientifiques et des rapports techniques en différentes langues. Et comme je vous disais, après, il a été soumis à des différents tours de révision et finalement, il a été approuvé par le gouvernement des pays membres de l'OCDE. Et il y a aussi un dialogue de haut niveau avec les autorités indigènes de la région. Et ça a été un dialogue il a été tenu en présentiel. C'était encore un peu le temps de Covid, mais pour vraiment incorporer les commentaires des autorités indigènes, il a fallu 3 jours de réunion en présentiel pour avoir aussi leur avis et leurs suggestions sur la version intermédiaire du rapport. Et j'ai oublié de dire aussi qu'entre les auteurs et les autrices, il y avait aussi des experts des communautés autochtones, des personnes détentrices de connaissances autochtones. Et donc finalement, plus de 118 personnes ont travaillé pendant 2 ans et on a produit les rapports finaux. Et les rapports comprennent aussi une note de synthèse pour les décideurs qui a été rédigée par personnes qui ont participé à l'évaluation, par une dizaine de personnes. Et c'est là que je vais présenter aujourd'hui. Donc, voilà, moi, j'ai participé en tant qu'experte au chapitre 3 qui porte sur les pressions qui menacent et affectent la biodiversité. Et j'ai participé aussi à la note de synthèse. Donc, la note de synthèse, elle a aussi, elle a compris 7 chapitres. Il y a cette partie, c'est pas vraiment des chapitres. Il y a une partie qui c'est l'introduction. Ensuite, on parle un peu sur l'importance de la diversité biologique et culturelle de l'Amazonie. Et ensuite, on parle des pressions et menaces, des pressions qui menacent la biodiversité. Il y a une partie qui parle de l'Amazonie et les changements climatiques. Et on parlait avec Catherine sur l'importance que l'Amazonie a pour les changements climatiques et comment ça est en train de se mettre dans des différents accords politiques. Et il y a ensuite une partie qui part sur les connaissances et les dialogues de savoir pour la prise de décision. Il y a une partie sur les différentes visions de développement et d'aménagement territorial pour la région amazonienne. Et finalement, il y a une partie qui parle des institutions politiques et de la participation pour la gouvernance de l'Amazonie. Donc, je vais parcourir avec vous rapidement la note de synthèse. Et la présentation, elle part un peu de ce que je vous ai dit, de la présentation de l'organisation du traité de coopération amazonienne et surtout de l'idée de se positionner comme une entité du Sud qui porte la voix de l'Amazonie dans des différentes négociations diplomatiques et dans des différents aspects et espaces techniques et scientifiques. Ensuite, il y a une introduction à l'Amazonie. Et ensuite, on part sur l'importance de la diversité biologique et culturelle de l'Amazonie. Donc, le premier constat, c'est qu'en fait, l'Amazonie, c'est l'une des régions les plus biodiverses de la planète. Ça, je pense que c'est connu pour presque tout le monde. Et là, je voulais aussi utiliser un peu la fresque, mais peut-être que c'est pas trop clair. Mais bon, et après, si vous voulez regarder, on peut l'examiner ensemble. En tout cas, je l'ai ici aussi. Et donc, en fait, c'est la forêt tropicale la plus grande du monde. Et là, on trouve les 10% de la biodiversité de la planète. L'Amazonie, en fait, il y a eu des personnes dans l'Amazonie pour plus de 10 000 ans.
Donc, c'est un territoire qui a été occupé et qui a été habité depuis 10 000 ans. Et c'est un territoire qui a une grande importance au niveau de biodiversité, mais qui a aussi une grande importance au niveau culturel. C'est pour ça aussi qu'on parle de la diversité bioculturelle. Il y a 511 peuples autochtones et dans l'Amazonie, on parle plus de 300 langues. Il y a aussi au moins 66 peuples autochtones qui sont dans l'isolation volontaire. Ils n'ont pas envie d'être contactés et d'être en contact avec la société actuelle. Et ce sont en total plus de 7 milliards de kilomètres squares de territoire. Donc, l'autre importance de l'Amazonie, en dehors de la forêt, c'est aussi l'eau. Et on ne parle pas assez de ça. Mais en fait, l'Amazonie, elle apporte les 20% d'eau douce aux océans, les 20% d'eau douce de la planète aux océans du monde. Et maintenant, on est en train d'utiliser un concept aussi un peu géopolitique, que c'est l'Amazonie bleue. Et l'Amazonie bleue, c'est ça, c'est tout l'apport d'eau que les différents fleuves et les rivières de l'Amazonie donnent à l'océan, mais aussi l'eau douce qu'il apporte aux différentes populations qui habitent au sud du Brésil et qui habitent dans l'Amazonie et même en Argentine, parce qu'en fait, ça a été montré que l'eau qui produit la région amazonienne, elle sert même à pays du sud comme l'Argentine, et du pays plus sud comme l'Argentine. Et aussi, il y a aussi l'importance de tous les mangroves qui sont dans la zone côtière, à côté de la faune de la forêt, quand la forêt rencontre la côte. Et ces mangroves, elles sont très importantes pour la sécurité alimentaire, mais maintenant, ils sont aussi dans des enjeux du climat, parce que ce sont aussi des puits de carbone assez importants. Donc maintenant, on est en train de parler du carbone bleu. Et le carbone bleu, c'est ça, en partie c'est ça, c'est le carbone qui est stocké dans les mangroves. Donc là, il y a aussi une grande importance de l'Amazonie dans ce côté-là. Et donc l'Amazonie, c'est la biodiversité, c'est la diversité culturelle, et c'est aussi l'importance que l'Amazonie présente en ce moment pour la lutte contre les changements climatiques et pour l'adaptation. Et c'est aussi conserver l'Amazonie, c'est aussi une opportunité pour conserver les stocks de carbone et les stocks d'eau qui est là-bas et tous les services écosystémiques associés à ça. Et ensuite, en parlant de l'importance de la région amazonienne, comme je vous ai dit, c'est très important pour l'eau douce. Et dans l'eau douce, en fait, l'Amazonie est la plus grande biodiversité des poissons d'eau douce. Et ces poissons, ils sont la source principale de nourriture pour plusieurs communautés autochtones qui habitent et qui sont complètement dépendantes de ce type de ressources. Donc, même si les populations en Amazonie n'ont pas un niveau de revenu très haut, il y a plusieurs personnes qui arrivent à manger très bien grâce à ces richesses des poissons d'eau douce dans l'Amazonie. Et j'ai déjà parlé un peu du concept de l'Amazonie bleue et j'ai déjà parlé de l'importance comme puits de carbone. Et ensuite, voilà, donc ça c'est un peu rapidement l'importance de l'Amazonie en tant que région de riche biodiversité et de riche diversité culturelle. Maintenant, en parlant un peu de pression qui menace la biodiversité, bon, l'évaluation elle est très claire. Et la principale pression, c'est un modèle de développement qui n'est pas vraiment adapté à l'Amazonie. Donc, le modèle de développement qui est basé sur l'extractivisme et qui a été implémenté même dans le cadre du développement durable n'est pas adapté à l'Amazonie et ce n'est pas non plus l'idée de développement que les populations autochtones souhaitent. Donc ça, c'est le premier constat et
même les trajectoires qui sont censées être dans le développement durable doivent être modifiées pour prendre en considération et pour donner plus de valeur aux parties sociales et culturelles du développement durable et pas seulement à la partie économie et à la partie des revenus. C'est ça qui s'est passé et ça, c'est la principale pression qui menace la biodiversité en Amazonie. Donc, quels sont les exemples de ce type d'économie extractiviste? Ce sont par exemple la création des hydroélectriques dans l'Amazonie qui sont censés être de l'énergie verte, mais qu'en vérité ils sont en train de créer des grands problèmes dans l'Amazonie parce qu'ils affectent la connectivité des différents écosystèmes et ils génèrent une quantité énorme de sédiments et de pollution et aussi ils génèrent des gaz à effet de serre. Donc, l'idée d'hydroélectrique dans l'Amazonie comme une source d'énergie verte, ce n'est pas une idée qui est correcte, c'est une idée erronée. Et en fait, c'est une source de pollution et de perte de biodiversité. Ensuite, l'autre raison, c'est la demande des commodities, la demande des produits qui arrivent ici en France, qui arrivent en Europe. Et des produits, par exemple, comme la soja, qui sert à nourrir les bétails en Europe. Des produits aussi comme le cuir pour toute l'industrie des voitures, par exemple. Et des produits aussi même comme le cacao, qui vient aussi de l'Amazonie. Et donc, cette idée de l'Amazonie comme une zone qui envoie des commodities, surtout en Europe, ça, c'est l'une des pressions qui menacent la biodiversité dans la région. Et du bon côté, l'Union européenne elle a déjà pris quelques engagements pour réduire son impact, l'impact de notre consommation sur l'Amazonie. Et par exemple, récemment, la loi sur la déforestation importée a été approuvée. Et maintenant, toutes les entreprises et tous les importateurs de produits, de commodities de l'Amazonie, ils doivent prouver que ces produits ne proviennent pas des terres qui ont été déforestées pour être produites. Et comment on va mettre ça, comment les pays, surtout par exemple le Brésil et les autres pays, ils vont mettre en place un système de traçabilité pour arriver à prouver que, je ne sais pas, les cuirs que je vais utiliser dans ma nouvelle voiture ne proviennent pas de la déforestation. Ça, c'est un peu compliqué. Mais au moins, la loi elle a été déjà approuvée et c'est une loi de l'Union européenne. Et après, il y a aussi le problème de la fièvre de l'or qui est en train de monter en ce moment parce que les pays ils sont maintenant un peu préoccupés pour augmenter les réserves d'or en tant que stock de puissance économique. Et donc, il y a une véritable fièvre de l'or en ce moment en Amazonie. Et le problème, c'est pas seulement l'extraction de l'or, mais c'est aussi le mercure, la pollution par mercure. On était en train de parler de ça, c'est un grand problème dans l'Amazonie. Et c'est un problème qui menace aussi les populations autochtones parce que ce mercure, il va surtout dans les poissons qui sont la principale source de nourriture des populations autochtones. Donc, il y a aussi un grand problème de santé maintenant des populations autochtones qui sont liées aussi à ces pressions qui menacent la biodiversité. Et donc, ensuite, il y a aussi le changement climatique qui est en train aussi de menacer la forêt amazonienne. Et il y a aussi l'autre problème du changement climatique, c'est qu'en fait, il y a plus d'incendies forestiers et donc ça crée un boucle. Et l'Amazonie, elle brûle de plus en plus. Et pas seulement pour des incendies qui sont créés parfois de manière criminelle et parfois de manière accidentelle, mais aussi parce que, en fait, maintenant, il y a une sécheresse et
il y a de plus en plus de sécheresse et maintenant il y a de plus en plus d'incendies forestiers. Et pour vous donner une idée de comment la déforestation elle a avancé dans l'Amazonie dans les dernières années, entre 1985 et 2020, on a perdu dans l'Amazonie 75 milliards d'hectares de forêt. Ça, c'est une surface plus grande que la France, qu'on a perdu entre 1985 et 2020. Et donc, voilà, ça c'est un peu la partie sur les menaces sur la biodiversité. France plus. La France plus le Benelux. Voilà, merci. Et ensuite, il y a les monocultures qui font partie aussi de cette idée de voir l'Amazonie comme une grenière de commodities, et aussi les bétails, l'élevage de bétail. Et ensuite, il y a aussi un problème du commerce de la faune sauvage. Et il y a aussi le problème d'urbanisation. Et je ne vais pas aller dans tous les détails de toute cette pression, mais il faut dire qu'il y a une chose importante. L'Amazonie, c'est un territoire bioculturel, et malgré ces idées de développement qui ne sont pas vraiment adaptées à l'Amazonie, il n'y a pas non plus un bon niveau de qualité de vie dans les populations amazoniennes. Donc, on pourrait dire, OK, on va faire de l'agriculture extensive, on va faire de la monoculture, on va perdre quelques hectares de forêt, mais on va donner une bonne qualité de vie aux populations amazoniennes. Ce n'est pas le cas. C'est l'une des régions où il y a des niveaux de pauvreté très élevés. Et d'ailleurs, l'organisation du traité de coopération amazonienne, par exemple, elle est en train de plaidoyer pour que l'Amazonie soit considérée comme dans un niveau de revenus différent que les niveaux de revenus des populations qui sont dans les autres parties des pays amazoniens. Parce qu'ici, il y a de grands problèmes de pauvreté. Et donc, après, il y a un chapitre sur l'Amazonie et le changement climatique. Là, je ne vais pas en parler, je dis déjà un peu, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la note de synthèse. Elle est en anglais, en portugais et en espagnol. Après, il y a les chapitres sur la partie sur les connaissances et les dialogues des différentes connaissances et savoirs pour la prise de décision. Ça, c'est une partie très importante pour cette évaluation du fait qu'il y a tant de peuples autochtones dans l'Amazonie. Et la principale menace à ces connaissances, c'est que les connaissances autochtones, elles sont très liées à la terre. Donc, si les indigènes, ils n'ont pas les droits à la terre, il n'y a pas de connaissances. Donc ça c'est un sujet qui est un sujet assez pointu dans l'Amazonie, parce qu'il y a plein de pays qui ont avancé dans cette réforme foncière pour redonner les terres aux communautés autochtones. Mais il y a des autres pays, notamment le Suriname par exemple, où il n'y a pas même un espace pour ouvrir ces discussions. Et si les populations autochtones n'ont pas les droits à la terre, ils n'ont pas non plus de sécurité alimentaire, et ils n'ont pas non plus une manière de transmettre leurs savoirs et leurs connaissances, qui sont des savoirs qui ont été construits pendant ce sont des milliers d'années. L'Amazonie, comme je vous disais, elle a été peuplée il y a plus de 10 000 ans. Et donc, on est aussi en train de perdre ces connaissances-là si on ne donne pas aux populations autochtones les droits qu'ils sont en train de demander. Et les connaissances autochtones, je vais en parler un peu plus après, mais il faut dire que ces connaissances autochtones, elles sont d'une finesse et d'une précision incroyable. Et aussi, elle marche très bien, mais en fait, ça a été prouvé
que les terres qui sont gérées par les communautés autochtones, elles sont beaucoup moins déforestées et beaucoup moins dégradées que, par exemple, même les aires protégées qui sont gérées par les gouvernements. Et donc, ce sont des savoirs qui marchent, ce sont des savoirs qui ont le mérite de continuer parce qu'ils étaient là depuis l'existence de l'Amazonie. Et ils sont des savoirs aussi qui ont contribué à la conservation de l'Amazonie. Mais malheureusement, les populations autochtones en Amazonie, elles sont aussi la cible d'assassinats. Il y a plusieurs problèmes de droits humains dans les populations et des problèmes d'assassinat des leaders environnementaux et des leaders communautaires. C'est l'interrégion du monde où il y a la taux la plus élevée de ce type de crimes. Et ensuite, la note de synthèse, elle parle un peu des différentes visions de développement et d'aménagement territorial pour l'Amazonie. Et la première recommandation, c'est de changer les paradigmes de développement pour l'Amazonie, de trouver un paradigme qui correspond à la forêt, qui correspond aux attentes des populations qui y habitent et qui ne menace pas la biodiversité et la forêt et la sécurité des populations qui habitent là-bas. Et dans le cadre de ce type de changement dans les paradigmes de développement, l'Organisation du traité de coopération amazonienne, elle essaye aussi de se positionner comme une voie du Sud qui essaye de montrer que l'Amazonie, c'est un exemple d'autres types de développement, que l'Amazonie peut montrer des exemples d'autres types de développement et on peut peut-être avoir de différentes visions et de différents chemins de développement et pas seulement les paradigmes extractivistes. Donc là, je vais finir un peu avec la note de synthèse. Il y a ensuite un chapitre qui est dédié aux institutions politiques, mais ça, je ne vais pas parler de ça, mais vous pouvez découvrir l'évaluation sur le site de l'Organisation du traité de coopération amazonienne. Et comme je vous disais, il est en plusieurs langues. Je crois que j'ai encore du temps, non? Oui, on a toujours 5 minutes ou plus. OK. Donc là, je vais finir un peu avec la biodiversité, avec la bioéconomie et avec les connaissances autochtones. Et je vais faire ça d'abord parce que ce sont les sujets que j'ai travaillé plus dans l'Amazonie et aussi parce que ça me paraît que ça donne peut-être un côté positif à ces discussions-là qui est déjà une discussion assez pessimiste. Donc, je voulais finir aussi avec ça pour montrer qu'il y a quelques sujets qui peuvent être porteurs d'espoir. Donc, la bioéconomie. La bioéconomie, c'est un sujet controversé, mais c'est un sujet qui est aussi réel. Il y a eu de l'économie, de la bioéconomie dans l'Amazonie tout le temps, avant l'arrivée des colonos. Parce qu'il y a eu toujours des transactions autour de la biodiversité, des transactions peut-être non monétarisées, mais des transactions. Donc, quand on parle de la bioéconomie, il faut savoir ça. Il y a déjà une bioéconomie en Amazonie. Et il y a une bioéconomie qui pourrait être aussi une source de bien-être pour les communautés autochtones et de bien-être pour la forêt, de bien-être pour les eaux de l'Amazonie. Mais pour faire ça, il faut changer la manière dont l'économie et la bioéconomie s'est fait en Amazonie. Et comme je vous ai dit avant, depuis la violente colonisation de l'Amazonie, l'économie a été basée sur l'idée de l'extractivisme et d'imposer une vision extractiviste dans l'Amazonie. Mais il y a un côté qui a été toujours oublié, et c'est le potentiel de la biodiversité amazonienne.
la grande quantité de produits qui servent à l'alimentation humaine, qui servent qui sont des sources de médicaments, qui sont des sources de fibres, qui sont des sources d'huile, qui sont des sources de plein de produits qui sont nécessaires à la survie des populations qui habitent là-bas, mais qui pourraient aussi être une source de revenus, pourquoi pas, des revenus pour les populations qui habitent là-bas. Et le problème, c'est qu'on a d'un côté la côté extractiviste et de l'autre côté la côté on va toucher rien. Et ça c'est quelque chose qui est en train de se passer aussi dans les cadres du marché du carbone, parce que parfois quand ils mettent des bons de carbone dans les marchés internationaux, ils ne prennent en compte les droits des communautés qui habitent dans ces zones forestières et les droits que les communautés ont aussi à utiliser la forêt, à utiliser la forêt d'une manière soutenable et d'une manière qui est liée à la manière dont ils savent le faire. Donc ça, c'est un sujet qui parfois est tabou, mais c'est un sujet qu'il faut réviser aussi. Et tous les chaînes de valeur des produits de la biodiversité qui sont en train de se mettre en œuvre en ce moment, ce sont des chaînes de valeur très informelles, très précaires. Ce sont des chaînes de valeur qui ne donnent pas même des revenus basiques aux populations qui sont impliquées dans ce type de marché. Et en même temps, ce sont des produits qui pourraient avoir une grande valeur pour la forêt et pour cette population. Donc, il y a plein d'intermédiaires qui contrôlent les marchés. Il y a plein de problèmes techniques dans tous les différentes chaînes de valeur. Et par exemple, quand on parle des poissons, parfois on ne voit pas même des réfrigérateurs. Donc, il y a la pêche et après, il y a une quantité énorme de poissons qui est gaspillée parce qu'il n'y a pas même un réfrigérateur. Donc, il y a cette idée de laisser la bioéconomie se faire d'une manière très informelle, très précaire. Et c'est une manière de gaspiller cette richesse. Et c'est une manière aussi qui peut donner lieu à l'usage pas soutenable et aussi qui a encouragé quelques manières de travail qui sont un peu dans l'esclavage. Donc, il y a aussi, par exemple, dans la collecte des produits non ligneux, comme les notes, comme les fibres, parfois il y a des systèmes d'esclavage qui sont en place et des intermédiaires qui profitent des communautés autochtones qui vont prendre les fibres, qui vont prendre les produits de la forêt. Et ils sont endettés dans des systèmes qui les laissent dans ces situations de fragilité et qu'il faut changer. Donc c'est pour ça qu'il faut parler de bioéconomie en Amazonie. C'est pas seulement avec l'idée extractiviste dont on a déjà parlé, mais il faut parler de la bioéconomie qui est là en ce moment et qui est en train d'exploiter les communautés autochtones et qui est en train qui ne donne pas la valeur correcte aux produits de la biodiversité. Donc, quels sont ces produits de la biodiversité? On a bien sûr les bois, on a les produits non ligneux, on a la pêche. Et ce type de produits, ils sont d'une importance, sont de grande importance pour les populations autochtones, mais il n'y a pas vraiment une grande technologie qui soit liée, dans la plupart des cas, il n'y a pas une grande technologie qui soit liée à son exploitation. Et ils sont dans des marchés imparfaits, dans des marchés où il y a vraiment l'information des prix, vraiment l'information des routes, vraiment l'information pour s'assurer des transactions justes. Il y a après une quantité énorme de connaissances qui sont liées à l'utilisation de ces produits-là et qui sont des connaissances qui pourraient assurer
l'utilisation durable de la biodiversité, notamment les indigènes, les autochtones. Ils connaissent quand est-ce que c'est possible de faire la récolte des fibres de manière durable, de faire la récolte quand il ne faut pas entrer dans quelques zones de forêt. Ils sont une manière d'harmoniser les territoires, comme ils disent. Donc les connaissances sont un peu là, mais ils sont souvent ignorés et oubliés. Et après les produits, il y a aussi les services comme le tourisme, les services comme les paiements pour services écosystémiques, les services comme les marchés de carbone, et que je crois que Catherine elle va en parler un peu. Et ça, c'est aussi un peu là. Oui, je dois déjà finir. Oui. Je suis passée. Ok, je vais finir. Je suis désolée. Je voulais regarder et à la fin, je n'ai pas regardé. Ouais. Bien, je vais finir, oui, je vais finir. Donc, finalement, pour dire que la bioéconomie pourrait être une source de richesse pour la région et qui pourrait être une manière aussi de respecter les décisions des communautés autochtones. Il y avait une vidéo de 2 minutes pour finir. OK? Merci. Ça y est? Oui, bon. Oui. On va mettre une vidéo. Non, merci. Je n'ai pas voulu vous couper. Non. J'ai respecté la biodiversité de votre exposé. Il parle d'un document qui est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas un document abstrait. C'est un cahier des charges, un programme de travail. On va finir avec une vidéo. Les vidéos, il est en espagnol, mais il est sous-titré. Buenas tardes, mi nombre es Luis Chiqui, dirigente de economía de la Confeyay. Soy de la nacionalidad Shuar de Pastaza, resido en una comunidad Shuar Pumay y soy base y socio de la Federación Shuar de Pastaza. Sí, ¿cómo están? Mi nombre es Estela Noteno, vengo de la comunidad Tari, perteneciente, nosotros somos de la asociación Domingo Calapucha, de la parroquia Leno. Y nosotros lo que estamos buscando es suspender todas las actividades extractivas. Luego, dar algunas alternativas económicas, implementando los proyectos productivos, proyectos de emprendimientos, para que las bases puedan seguir conservando. En tal caso, nosotros queremos que de aquí 30 años se mejoren las condiciones de vida de las nacionalidades, porque la acción extractiva nos trae pobreza, nos trae la contaminación y la división entre las nacionalidades. Lastimosamente se dan permisos para talar, para cazar, y sin embargo las autoridades no hacen nada por ello. Entonces, si tú fueras un poder, o sea, si tuviera ese poder de decisión, lo que se haría era como trabajar en un tema más que todo de economía circular, solidaria, para que no se lleven lo que tenemos nosotros en los bosques y en la selva. Sin embargo, alguna autoridad, algunas personas que son encargados, nosotros nos gusta que nos consulte más que todo. En vez de actuar, en vez de ingresar, implementar el proyecto extractivo, tiene que consultar a las bases y luego para poder ejecutarlo. Sin embargo, si el pueblo no decide, tiene que respetarlo. Eso hemos dicho. Porque para que haya turismo hay que conservar. Entonces, si no tenemos árboles, si no tenemos animales, ¿qué vamos a ver? Porque a nosotros nos gusta ir a la selva a ver animales, a ver el agua limpia, bañarse, que esté todo forestado para que pues, nos sintamos como libres, ¿no? Porque allá nos sentimos libres porque en la ciudad hay mucho ruido. Lo que hace la selva es a ti mantenerte libre. Bien, merci. Non, je disais, pour terminer la phrase que j'avais commencée, le document que Catalina nous a présenté est extrêmement intéressant dans la mesure où il ne s'agit pas d'un document abstrait, mais d'un document de travail en vue de prise de décision. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce document. Il restera à voir, donc, effectivement, quelles décisions vont être prises, comment elles vont être hiérarchisées et dans quel délai. Bien, maintenant, je me tourne vers vous, Catherine également, Catherine Aubertin, et je vous donne la parole. Merci beaucoup. Et merci, Catherine.
pour avoir. Je suis désolée. Non, mais pour avoir. Non, mais j'ai lu ce rapport en portugais et j'ai beaucoup apprécié la façon dont il a été fait et en particulier les prises de position qui sont pas assez évidentes, hein, qui ont été formulées. Alors, j'appuie là-dessus. Off, non, toc, par en haut, par en bas, sur le côté. Ah voilà. Alors, je vais en bas, en haut. Voilà, trajectoire de recherche. Ah oui, là, je vais remettre mes lunettes. Alors, je vais insister sur la façon dont les chercheurs travaillent justement en Amazonie depuis de longues années et quelles a été les évolutions de ces méthodes de recherche et ces thèmes. D'abord, une évolution des thèmes. Au début, on va trouver beaucoup d'inventaires, hein, la connaissance des espèces, la connaissance, tu l'as dit, de l'eau, hein, parce que c'est vrai, l'Amazonie, c'est beaucoup d'eau. Donc l'étude des réseaux hydrologiques, et puis la gestion des ressources. Et puis très vite, quand on parle de gestion des ressources, on va être confronté à la notion de, il faut protéger cette biodiversité, cette diversité biologique. Et il y a vraiment un tournant qu'on peut dater des conventions de Rio en 1992, hein, où a été signées les conventions de Rio, la biodiversité et le climat, et puis plus tard la désertification. Donc 1992, c'est la convention sur la diversité biologique avec les 3 objectifs, la conservation, l'usage durable et le partage juste et équitable des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Vous voyez que ce 3e objectif est un peu bizarre. Il est le résultat on va en reparler, de relations nord-sud un peu tendues, comme Catherine on a un peu parlé. Voilà. Et en donc 2014, le protocole de Nagoya, autant les conventions, les décisions des conventions sont de la soft law, c'est-à-dire, ce sont des déclarations, autant les protocoles ou les traités sont transcrits dans les obligations, dans les juridictions nationales. Hein, ça devient du droit dur. Voilà. Alors petit à petit, on a arrêté de compter les espèces, on continue toujours, mais de plus en plus, on parle en termes de droits de population traditionnelle. Donc on a vu d'ailleurs, c'était le résultat du travail de ce rapport dont je vous conseille la lecture. Donc de plus en plus, on va se poser des questions sur les rapports entre les savoirs académiques et les savoirs locaux. On va parler d'écologie. On va parler de relations plantes et société, des droits de la nature. Maintenant, on parle d'écologie multiculturelle et vraiment une autre façon de travailler. Alors, les approches disciplinaires s'hybrident, hein, c'est-à-dire qu'on arrête de travailler en silo. Maintenant, on doit répondre à des questions comme l'érosion de la biodiversité. C'est même plus l'érosion, c'est l'effondrement de la biodiversité et l'urgence climatique. Donc, on est maintenant, il faut utiliser toutes les disciplines scientifiques possibles et imaginables, et même bien sûr les connaissances dites traditionnelles. Alors, les scientifiques vont s'engager de plus en plus auprès des populations locales. Et il y a 2 grandes choses importantes, enfin 2 grandes directions importantes. C'est d'ailleurs un travail de décolonisation de la recherche. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que dorénavant, les chercheurs du Nord ne vont peut-être pas aller dans le Sud pour faire leurs recherches, mais vont travailler en coopération, même plus que ça, en participation et en dialogue. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, dialogue de savoir. Et je crois que c'est effectivement une nouvelle orientation. Et puis surtout, l'action et la participation aux luttes locales. Donc, d'autres modalités également d'expression, c'est-à-dire on va parler d'enjeux patrimoniaux. La biodiversité, c'est un patrimoine. Il va y avoir beaucoup d'expressions culturelles, de théâtre, pas uniquement des revues de rang A en anglais. Enfin, la connaissance, elle va être mobilisée pour défendre les conditions d'habitabilité de la planète. Ça va vraiment être autre chose. Ça ne va pas être uniquement pour gérer des ressources et tirer des revenus des ressources. Alors, quel type de recherche faut-il mener pour répondre aux injonctions des conventions internationales? Par exemple, vous savez que on va y revenir, mais la dernière convention, la COP biodiversité, a demandé qu'on restaure 30% des aires dégradées et qu'on mette sous cloche, et qu'on mette 30% d'air protégé, qu'on crée 30% d'air protégé. On y reviendra. Hein. La question, c'est est-ce qu'il faut toujours plus de sciences, toujours plus de données, toujours cette fuite en avant de la recherche de données et de recherche qui en fait dépolitise la question totalement. Donc aujourd'hui, travailler en environnement, c'est raisonner en termes d'espèces, c'est-à-dire que l'être humain est une espèce comme une autre,
hein, et même plus, et même n'est même pas une espèce en tant que telle, c'est un ensemble de petits écosystèmes. Là, vous savez, c'est la fameuse histoire sur les microbiotes qui sont sur votre peau, qui sont dans votre estomac, qui représentent, on dit toujours qu'il y a plus, vous avez plus de bactéries dans votre corps que de cellules humaines, par exemple. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est l'humain ? Comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment cette question dont on est en train de parler, d'autant plus que cette urgence climatique va nous obliger à prendre vraiment des décisions pour vivre autrement avec ce qui continue, ce dont quoi on est constitué en quelque sorte. C'est-à-dire il faut concilier l'histoire humaine et l'histoire naturelle. Et pour ça, évidemment, regarder du côté des visions et des organisations des peuples autochtones est une solution. En fait, est une voie de travail. Youpi, donc à droite. Voilà, mon protocole de Nagoya. Alors, le protocole de Nagoya, j'insiste un peu là-dessus, parce qu'on parle de biodiversité, et donc le troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique, c'était ce fameux partage juste et équitable des avantages tirés de la biodiversité. Vous voyez qu'il est tout à fait différent des autres objectifs. Et bien pourquoi Parce qu'en 92, on est à la fin de la bulle des biotech, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir les biotechnologies à partir des ressources naturelles. Donc il y a un emballement et naît ce profil de biopiraterie, vous avez dû entendre parler, qui est une forme moderne du pillage du tiers-monde, où un chercheur ou une entreprise va récolter des plantes, des animaux avec des savoirs locaux, et de retour dans un monde de laboratoire, va isoler quelques molécules et déposer un brevet, et bien sûr le pays et la communauté d'origine ne verra pas de retour. Bien. Donc ça, c'est une image très forte. Bon, on va dire que c'est une image de lutte, hein, le thème de la biopiraterie, qu'on peut assimiler donc un pillage du tiers-monde. Donc ce protocole de Nagoya vise justement à résorber ça. Le protocole de Nagoya, il est signé par, je ne me trompe pas, mais autour de 140 pays sur les 197 des Nations Unies. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'important. En France, c'est quelque chose qui a révolutionné vraiment nos méthodes de recherche. C'est-à-dire que avant de travailler sur une plante ou même un savoir traditionnel, il faut bien sûr l'accord des populations. Vous me direz que c'est le minimum, mais il faut aussi signer un contrat de partage des avantages. Voilà. Donc, ce protocole de Nagoya, c'est très facile à lire. Hein. Moi, je vous encourage aussi à lire ces conventions, les conventions de la diversité biologique, la convention climat. Ce protocole, c'est généralement une quinzaine de pages. C'est écrit gros, c'est dans toutes les langues. Vraiment, c'est important de voir. Ça va vous paraître très abstrait, mais de fait, il faut avoir en tête que chaque virgule, ça a été vraiment du sang sur les murs, et les gens qui se disputaient, 197 pays qui devaient se mettre d'accord sur une virgule ou sur une expression. Donc c'est quelque chose, il faut le lire comme ça, et là ça devient absolument palpitant. Voilà. Donc ce protocole de Nagoya, il reconnaît les protocoles communautaires, c'est-à-dire la façon dont les communautés veulent travailler avec l'extérieur. Elles veulent ou elles veulent pas. Ça, c'est quelque chose qui va être très important. Alors, on a parlé tout à l'heure de crédit carbone. C'est aussi une autre façon de finalement marchandiser les savoirs. Parce que le pendant du protocole de Nagoya, c'est expliquer aux communautés que leur savoir et leur environnement naturel avec qui elles coexistent ont des valeurs marchandes. Ça, c'est toujours le piège quand on dit « Ah bah oui, biopiraterie, ah bah d'accord, bah ça veut dire que effectivement, votre savoir a une valeur, c'est une valeur marchande. » Vous voyez, il y a aussi toujours ce penchant de marchandisation qui pose problème. Alors, un autre volet de marchandisation, ça a été ces crédits de carbone forestier. Alors, les crédits de carbone forestier, c'est quelque chose de très important parce que les entreprises continuent à polluer, et pour continuer à polluer, il y a une façon qui est la plus simple, c'est de compenser. C'est-à-dire, elles émettent et puis elles vont compenser en stockant du carbone ailleurs, en faisant stocker du carbone par ailleurs. Alors, il y a de toute façon émission. Hein. Alors, les entreprises, de plus en plus, vous avez vu sans doute qu'à l'Europe, c'est en train d'aller très vite. Il y a le devoir de vigilance, la loi sur le devoir de vigilance qui est passée. Il y a la CSRD qui est passée. La CSRD, c'est une sorte de comptabilité qui oblige
tu l'as dit d'ailleurs, c'était aussi, c'est lié également à la déforestation importée, c'est-à-dire ça oblige les entreprises à être responsables sur toute leur chaîne de valeur, en amont et en aval. C'est-à-dire que la grande bagarre, c'est est-ce qu'elles sont responsables des consommateurs ou des usages qu'ils en font. Il y a des grandes discussions, par exemple, sur le plastique, où les producteurs de plastique disent « Oh ben non, nous, c'est pas de notre faute, nous, on pollue pas, ce sont les clients qui laissent leur bouteille sur la plage. » Bon, ça, c'est vraiment une discussion extrêmement importante, et maintenant, les entreprises ne pourront plus dire ça. Normalement, elles sont dans toute la chaîne de valeur, elles doivent être responsables. Alors, les crédits de carbone arrivent justement pour compenser ces émissions. Et actuellement, on s'est rendu compte, il y a eu un scandale l'année dernière qui a été révélé par The Guardian, où carrément, on a vu que 90% des crédits de carbone forestier étaient sur du vent et pas sur du CO2, c'est-à-dire ne recouvraient rien du tout. Et ça a vraiment été un coup de tonnerre, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Verra, donc c'est la société qui est la plus grosse certificatrice de crédit carbone, de continuer. Maintenant, elle va faire des crédits biodiversité. Voilà. Donc, ces crédits carbone, d'abord, il ne faut pas rêver. Jusqu'à présent, ça ne représente que 0,3% des émissions mondiales totales de l'année issues de la production d'énergie. Donc, vous voyez, de toute façon, c'est quelque chose de très symbolique. Alors que ça soit très important pour des pays qui pensent qu'ils sont assis sur un tas d'or parce qu'ils vont pouvoir négocier des crédits carbone, c'est autre chose, c'est une autre discussion. Mais il faut voir que c'est assez dérisoire. D'autant plus que l'article 6 de l'accord de Paris n'est toujours pas très très clair. On ne sait pas et favorise des doubles comptes. On peut imaginer qu'une industrie allemande, une sidérurgie allemande qui va acheter des crédits carbone parce qu'elle a pollué, elle va l'acheter au Brésil. Qui va empocher les crédits carbone? Ça, c'est un problème. Enfin, qui va montrer dans ses comptes qu'il y a eu un effort de baisse d'émissions? Est-ce que c'est à mettre au crédit de l'Allemagne ou est-ce que c'est à mettre au crédit du Brésil? Et ça, c'est vraiment un problème dont on arrive difficilement à sortir, parce qu'à cause de ces effets de doubles objectifs de réduction. La compensation, on a vu, mais surtout également un problème éthique. Pour rappel, en 2009, il y a bien longtemps, le président Lula était carrément hostile au crédit carbone lors de la COP de Copenhague en 2009. Il dénonçait le colonialisme en disant « non, c'est pas à notre forêt amazonienne d'absorber les pollutions des usines européennes ou américaines ». Bon, il a un peu changé d'avis depuis. Et puis attention, la forêt amazonienne, elle ne capte plus de carbone. C'est une vieille forêt, elle est fatiguée. Elle est fatiguée par la déforestation, elle est fatiguée par le changement climatique. Catherine a bien expliqué aussi qu'elle est en train de brûler parce qu'elle est sèche. Et elle ne capte plus de carbone. Donc ça, il faut avoir ça en tête. En revanche, elle en stocke. Et effectivement, ce stock, ça va partir si on met le feu. Bon. Le scandale Lula, on a vu. Et puis aussi, cette durabilité des feux. Le Brésil avait gagné quand même pas mal de crédits carbone via la Convention climat, mais avec la politique de Bolsonaro et avec ces dernières années où ça a beaucoup brûlé, eh bien non, ces crédits carbone, ils sont partis en fumée en plus. Bon. Donc c'est vraiment une question en plus il faut ajouter je rappelle ce qu'a dit Catherine concernant les appropriations illégales de terres au Brésil. Des crédits carbone ont été octroyés sur des terres publiques. Alors, donc des gougnafiers qui ont récupéré. Alors, la biodiversité, ce qui est intéressant, c'est que ces crédits carbone, on essaie d'y échapper, donc on va parler de certificat biodiversité. Ça a commencé déjà en 2027, à la COP 27 de Sharm el-Sheikh, donc en 2022, pardon, à la COP 27. Le président Macron a proposé une initiative qui veut protéger les réserves vitales de carbone et de biodiversité de la planète, comme les forêts anciennes, les tourbières ou les mangroves. Ça a été rediscuté à la COP 15 de Kunming-Montréal, en novembre 22, où la notion de crédit biodiversité est apparue dans le compte-rendu final. Depuis en 2023, le One Forest Summit à Libreville au Gabon, donc aussi organisé par le président Macron, le Gabon annonce la mise sur le marché de 80 millions de crédits pour la somme de 2 milliards de dollars. Donc déjà, ça fait un peu désordre. La déclaration de Belém, on a reparlé des crédits carbone. Le sommet des 3 bassins Amazonie, Congo, Bornéo, Mekong, à l'initiative également du président de Lula et de l'OCTA, ça a été à Brazzaville.
également à discuter de ces certificats carbone. C'est important parce que biodiversité, c'est important parce qu'on ne voit plus uniquement la notion de carbone. On sort de ce climat, on sort de la forêt vue uniquement comme des stocks de carbone. Hein, la forêt, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans le rapport que Catherine vous a présenté. Alors, ça va continuer, bien sûr. À la COP28 de Dubaï, le président, alors lui, a tenté, toujours le président Lula, a essayé de convaincre la Chine d'acheter l'équivalent de 10 milliards de dollars par an de crédit carbone. Je ne sais pas où on en est. Et puis, sans doute, à la COP de Belém, on va continuer à en discuter. Mais au-delà, si on pouvait éviter que ça passe par le marché, si on pouvait éviter que ça soit des engagements volontaires des sociétés pour s'engager et pour s'engager auprès de la conservation de la biodiversité, ce serait quelque chose de très positif. Alors, la bioéconomie de la socio-biodiversité, Catherine a commencé à vous en parler. Alors, il y a une grosse ambiguïté. Pour les Européens que nous sommes, la bioéconomie, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La bioéconomie en Europe, c'est comment substituer avec des éléments de la nature, comment substituer les combustibles fossiles. Hein. Donc, pour faire soit du biogaz, soit pour faire à partir de biomasse ou à partir de déchets, soit faire de la chimie verte, des matériaux. C'est vraiment quelque chose qui est lié à la substitution. En Amérique latine, il y a cette idée que la bioéconomie, elle est liée à la socio-biodiversité. C'est-à-dire qu'elle est liée aux populations et à la façon dont ils vivent dans leur environnement. Mais attention, ça ne veut pas dire de revenir à d'être les sociétés traditionnelles qui, entre-temps, d'ailleurs, bien évolué, elles ne sont pas du tout figées. Hein. Maintenant, la bioéconomie de la biodiversité, c'est aussi quelque chose qui peut être extrêmement technique. Alors, Carlos Nobre, qui est un climatologue très connu mondialement et au Brésil, donc a coordonné cette étude qui s'appelle la nouvelle économie de l'Amazonie. Et il a démontré, alors pas cette fois-ci par des calculs et des modèles, il a démontré que l'Amazonie génère plus de valeur économique si elle reste debout que si elle est déboisée. Le PIB de la région amazonienne augmenterait de 67% avec l'exploitation des produits de la bioéconomie. Hein, et il y aurait également un solde positif de 312 000 emplois, parce que bien sûr, les systèmes agroforestiers, qui combinent l'exploitation des ressources de la forêt sur pied, ça rend emploi 10 à 20 fois plus de personnes que l'élevage du bétail ou la culture du soja. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est sorti, et c'est enfin une alternative au mode de production prédateur. Alors, là, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. C'est le cadre global de la biodiversité, donc qui a été négocié à la COP 15, la conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique à Kunming-Montréal. Les cibles 2 et 3, c'est la restauration et la protection de 30% des terres et mers. C'est quelque chose de compliqué. Par exemple, à l'Europe, les pays européens n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les 30% de restauration. En revanche, sur la protection de 30%, il faut comprendre que beaucoup de représentants et de communautés traditionnelles, de communautés autochtones et de militants et d'agronomes et de chercheurs ont protesté contre cette idée de protection de 30% des terres et des mers. Pourquoi ? Je vous demande. Tout simplement parce qu'on va les prendre d'où ces terres, ces 30%. Hein, et il est évident qu'on va encore les prendre là où il y a des populations qui n'ont pas de droit sur les terres. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on va faire des 70% ? Si c'est pour faire de l'extraction. Voilà. Est-ce qu'on peut faire du land sharing, land sparing ? Enfin, c'est une vieille discussion chez les économistes. Alors, la cible 19 aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit, exactement comme on voit dans le rapport qui a été présenté, de plus en plus des définitions sur des actions qui sont centrées sur la terre nourricière, la fameuse Pachamama. C'est-à-dire une approche écocentrique, fondée sur les droits, qui permet la mise en œuvre d'actions visant à établir des relations harmonieuses et complémentaires. Tout ça, c'est les textes de la Convention, entre les peuples et la nature, mais surtout garantir la non-marchandisation des fonctions environnementales de la terre nourricière. C'est-à-dire, attention avec les fameux crédits carbone. Ça, c'est... Voilà. Alors, où on en est maintenant, on s'aperçoit qu'on est dans quelque chose...
les chercheurs maintenant, enfin surtout les sciences sociales, je dois avouer, mais enfin les sciences dures commencent à s'y mettre, les sciences de la terre et les sciences du vivant. On travaille de plus en plus en dialogue entre les épistémologies indigènes et académiques. On travaille en termes de réseaux, il y a des projets de réseaux socio-écologiques, d'écologie multiculturelle, des sciences, des pratiques et des luttes autochtones. Là, vous voyez, c'est un projet, il y a une publication, c'était les voies végétales, où vraiment... c'est une réconciliation, c'est beaucoup dire, mais où l'homme se revit au sein de la nature et en tant que faisant partie de cette nature. Voilà. Donc vous voyez, la France travaille avec différentes organisations. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la déforestation. Moi, je suis une amoureuse de Cerrado. J'aime bien l'Amazonie, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé en Amazonie, mais j'aime aussi beaucoup le Cerrado, et d'autant plus qu'il est très maltraité, le Cerrado. Le Cerrado, ce sont les savanes centrales du Brésil. Ça représente la moitié de la surface de l'Amazonie. C'est quand même pas mal, ça fait 2 millions de kilomètres carrés. Alors, vous voyez oui, c'est là, donc, l'Amazonie, on a des statistiques très précises parce que c'est formidable. Le Brésil a des scientifiques très pointus et des possibilités de suivi avec les satellites de la déforestation tout à fait pertinents. Et vous voyez que ça a descendu. Et dernièrement, là, vous avez les dernières statistiques qui viennent de sortir sur 2023 qui rebaissent. Donc il y a eu une remontée, mais ça avait déjà remonté du temps de la présidente Dilma et ça avait déjà descendu du temps de Bolsonaro dans les 6 derniers mois, mais ça, il ne faut pas le dire. Bon, pour le Cerrado, si on regarde bien le Cerrado, vous voyez que le Cerrado, bien que 2 fois plus petit, est nettement plus déforesté que l'Amazonie. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que le Cerrado, c'est une sorte d'Amazonie à l'envers, c'est-à-dire que lui, sa captation de carbone, il l'a par ses racines. Et déforester l'Amazonie, c'est quelque chose de terrible. Voilà. Donc ça, je tiens à ça pour dire que l'Amazonie, elle n'est pas toute seule. D'abord, au Brésil, on a l'impression que c'est que l'Amazonie brésilienne, parce que l'Amazonie brésilienne, c'est 60%, donc c'est déjà il n'y a pas que les Français qui sont arrogants, les Brésiliens sont assez arrogants aussi. L'Amazonie, elle n'est pas toute seule, donc elle a des relations absolument partout. Là, on a parlé tout à l'heure des rivières volantes, c'est-à-dire que toute l'humidité de l'Amazonie, elle déferle dans le sud du cône sud. Ça, c'est important, et surtout, elle dépend aussi du changement climatique. Voilà. Alors là, allons-y, on y va. Sécheresse en Amazonas, inondation au Rio Grande do Sul. Vous savez qu'actuellement, il y a des inondations terribles au Rio Grande do Sul. Bon, c'est la 4e inondation en un an. Bon, mais celle-ci est absolument désastreuse. Elle est absolument désastreuse. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que on a parlé de la sécheresse en Amazonas. C'est très, très difficile de faire les liaisons actuellement. Les scientifiques ont du mal à imputer tout au changement climatique et à El Niño, par exemple. On peut le faire au niveau international. Au niveau international, on le sait, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait, c'est ce qu'on appelle maintenant la science de l'attribution. C'est-à-dire quand vous avez une catastrophe, d'où vient cette catastrophe? Alors, dans les 2 cas, on peut dire sans se tromper qu'on a une preuve que le réchauffement climatique d'origine anthropique provoque des augmentations de la fréquence, de l'intensité et de la quantité des catastrophes naturelles à l'échelle mondiale, mais c'est encore très difficile de le dire au niveau régional, preuve d'association générale. Par exemple, le Brésil, qui est vraiment un continent, est divisé pour l'IPCC, c'est-à-dire pour le GIEC, est divisé en 5 sous-régions climatiques. Donc effectivement, il ne se passe pas la même chose en Amazonas, dans l'état d'Amazonas, que dans le Rio Grande do Sul. Bon, mais ce qui est sûr aussi, c'est que ces inondations, elles sont bien sûr dues à la crise environnementale, mais aussi à la crise politique, c'est-à-dire au déni de réalité et à l'inaction des politiques pour prendre en compte le réchauffement. Donc, par exemple, dans le cas du Rio Grande do Sul, l'effet combiné du changement d'usage des sols et du changement climatique, ça a augmenté bien sûr la vulnérabilité des écosystèmes terrestres aux événements climatiques extrêmes et aux incendies. Alors, dans le cas du Rio Grande do Sul, c'est un écosystème de pampa, ce sont ces grandes prairies naturelles.
Elles ont été soumises à l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que les sols ont été artificialisés. C'est un grand pays, une grande région où vous avez essentiellement du riz et du soja. Voilà. Donc complètement artificialisé et les terres sont incapables d'absorber l'eau. Les forêts qui protègent les cours d'eau, ce qu'on appelle les ripisylves, ont été défrichées. Et alors bien sûr, en plus, le gouverneur du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, est un négationniste bien connu et dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2019, il a modifié 480 normes environnementales. Voilà. Donc, et les digues n'étaient pas entretenues. Maintenant, on est en train de se rendre compte que ce qui s'est passé en Amazonas, c'était parce que les digues n'étaient pas entretenues et elles ont bien sûr lâché. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce sont des stress socio-environnementaux et bien sûr, c'est toujours l'intensification des inégalités sociales. C'est-à-dire que les systèmes sociaux ne sont pas préparés à répondre aux risques climatiques actuels. Actuellement, dans le Rio Grande do Sul, il y a 7000 familles de quilombolas, c'est-à-dire sont les afrodescendants qui sont sous l'eau. Voilà. Alors, dans la sécheresse extrême du Rio Negro, c'est également les Amérindiens qui ont été directement atteints, puisque, comme on l'a dit, en Amazonie, là, ce sont les fleuves qui permettent la mobilité. Les fleuves sont à sec, et donc les populations étaient complètement isolées, et vraiment un gros problème. Alors, ce qui s'est passé en 2023, cet hiver 2023, c'est un fort El Niño, bien sûr, et qui a été qui a été très grave. Le Rio Negro a atteint son niveau le plus bas en 120 ans de mesures à Manaus. C'est quelque chose d'extrêmement important. J'accélère. J'accélère parce que... Bon. Alors, pendant qu'on faisait ça, la presse française parlait de Madonna, parce que figurez-vous que Madonna, le 5 mai, alors qu'au Rio Grande do Sul, ils étaient sous l'eau, et on a déplacé plus d'1 million de personnes, et bien, pendant ce temps-là, Madonna avait 1,5 million de personnes sur la plage de Copacabana pour un de ses concerts, et la presse française a mis quand même 48 heures pour arrêter de parler de Madonna et pour parler des inondations. Alors, pendant le même temps, donc on disait que c'était une pampa, la pampa. Donc, et bien, pendant ce temps, il y a un projet de loi qui dit qu'on va supprimer la protection de toutes les prairies naturelles et hautes formations non forestières, les pampas, les cerrades, le pantanal. 48 millions d'hectares qui ne seraient plus sous protection. Autre projet de loi, c'est un projet de loi qui va dire que les États qui ont plus de 65% d'aires protégées, soit en terre indigène, soit en unité de conservation, eh bien, ils vont pouvoir réduire leur réserve légale de 80 à 50%. Il y a aussi maintenant la licence environnementale va devenir autodéclarative, bon, etc., etc., etc. Là, il faut que j'avance. Bon, déjà, à savoir, c'est que du temps de Bolsonaro, non, d'ailleurs même du temps de Lula, hélas, il y a un projet de loi sur le marco temporal, c'est-à-dire c'est un projet de loi qui remet en cause les délimitations des terres indigènes est remis en cause, et de la même façon, un projet de loi qu'on a appelé le projet de loi sur du venin, c'est-à-dire la libération d'un nombre d'agrotoxiques absolument impressionnant. Les ruralistes, c'est les 3/4 du Congrès. Voilà. Alors, les recherches en Guyane, on accélère. Alors, voilà, je vais terminer par ça, oui, je crois, par la Guyane. Alors, la Guyane, c'est compliqué, la Guyane. Il n'y a pas que la Guyane qui est compliquée, mais la Guyane au sein de l'OTCA, c'est compliqué, parce que la Guyane est évidemment vue comme un confetti de l'Empire français, et dans une position néocoloniale extrêmement difficile. Elle est condamnée également pour la façon dont on traite nos Amérindiens. Vous savez que dans la République française, les Amérindiens français sont, comme vous et moi, sont des citoyens français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et pour cela, la France est régulièrement condamnée parce qu'on n'obéit pas à l'Organisation mondiale du travail, à l'article 69, et on est régulièrement parce qu'on ne reconnaît pas de droits différents aux Amérindiens. C'est très très difficile. Moi, j'ai renoncé de faire comprendre ce que c'était que la République française à des gens qui ne sont pas de culture républicaine. C'est très très compliqué. La Guyane française aussi, c'est quelque chose d'un peu ridicule parce que c'est 1% de l'Amazonie. Ça fait quand même. Mais c'est l'État, enfin c'est la région qui est la moins déforestée.
qui est la moins déforestée de toute l'Amazonie. C'est en pourcentage. En pourcentage, il y a 90% de forêt tropicale en bon état en Guyane, et ce n'est pas près de changer. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en plaindre ou pas, mais c'est quelque chose. Alors, c'est la Guyane donc, et la France vont donc participer au projet, à divers projets. D'abord, il faut savoir que tous les instituts, enfin la plupart des instituts de recherche français ont des sièges au Brésil. Ont des sièges en Guyane. Le CNRS, l'IRD, le CIRAD, le Muséum, l'AgroParisTech, l'IFREMER, l'Institut Pasteur, etc. La Guyane possède aussi l'herbier de Guyane, qui est vraiment un herbier international, l'herbier de produits tropicaux, qui est extrêmement connu. Il y a aussi un laboratoire d'excellence, le Centre d'études de la biodiversité amazonienne, qui fait partie d'un projet d'avenir. Ça fédère un réseau d'équipes de recherche. Ça étudie donc l'Amazonie, bien sûr. Et c'est une aide de l'État gérée par l'Agence nationale de la recherche au titre des programmes d'investissement d'avenir. Récemment a été lancé l'Institut amazonien de la biodiversité et de l'innovation durable, l'IBSI, qui va être géré par M. Primrose, qui est l'ancien recteur de l'Université de Guyane. Il y a quand même eu 14 millions d'euros pour les 10 ans à venir. La collectivité territoriale de Guyane, le CNES, le CNRS, l'IFREMER, etc. sont engagés dans ce projet. De la même façon, il y a la relance alors d'un vieux projet qui datait de l'époque du président Sarkozy et du président Lula, première manière, le CFBBA, le Centre franco-brésilien de la biodiversité amazonienne, qui renaît de ses cendres. Et l'idée, c'est de faire un rapprochement avec l'Observatoire régional de l'Amazonie de l'OCTA. C'est-à-dire que la France propose de rejoindre l'OCTA via cet observatoire. Bon, il faut savoir aussi que la France va mettre à disposition de l'OCTA un poste de conseiller international spécialisé dans la coordination des projets de recherche et le dialogue sur les politiques basées sur la science en Amazonie auprès donc de l'OTCA. Voilà, donc ça aussi, c'est important. Et puis, savoir qu'en Guyane, il y a différents observatoires qui fonctionnent. Des observatoires publics, c'est de la recherche publique, donc ouverte. Observatoire de la dynamique côtière, il y a un observatoire carbone, il y a un observatoire biodiversité. Ouf. Ben, merci de m'avoir écouté. Donc, tout ça pour dire que, donc, je termine avec ça. Donc, la France est très intéressée, bien sûr, et via par la Guyane, à un rapprochement avec l'OTCA, et qu'un strapontin, ce serait déjà bien. Voilà le message. Bien, merci. Donc, merci aussi d'avoir rappelé la complexité des prises de décision, y compris d'ailleurs au Brésil. Il ne faut pas oublier que le Brésil est un État fédéral et que dans l'État de Rio Grande do Sul, en ce moment, il y a un gouverneur qui n'est pas particulièrement écologiste, favorable aux décisions, et que d'autre part, au Parlement brésilien, Lula, le parti de Lula est loin d'être majoritaire, il est même minoritaire. Et donc, ça explique une certaine confusion, une certaine difficulté à prendre des décisions. Et si on ajoute les difficultés nord-sud, donc les difficultés de la Guyane et donc de la France à s'intégrer dans cet ensemble, dans la mesure où pour les Sud-Américains, la France est l'ancienne puissance coloniale, la France est un pays membre du Conseil de sécurité avec des droits particuliers, avec un droit de veto, et le fait pour le président de ne pas avoir accepté l'invitation de Lula d'assister à la réunion de l'OTCA voilà, ça a relancé au Brésil une campagne de presse, une campagne d'opinion sur la Guyane, territoire colonial à décoloniser, etc. Donc il n'a même pas envoyé d'élus guyanais. Il a envoyé l'ambassadrice de France au Brésil. Mais alors, il y a des diplomates qui conseillent quand même. Et 3 semaines plus tard, il a demandé une adhésion officielle à l'OTCA en tant que pays amazonien, qui a relancé le débat de la France, puissance coloniale, etc. Bon, ça demanderait des débats un peu plus approfondis. Il nous reste assez peu de temps, mais quand même, s'il y a 2-3 questions, ce sera avec plaisir que il y sera répondu par l'un ou l'autre des intervenants, des Catherine.
et son ministre des Affaires étrangères, Celso Amorim, qui est toujours le principal conseiller Lula, plaidaient pour que la France entre à l'OTCA. Ils avaient convaincu Chavez, qui gouvernait à l'époque le Venezuela, que la France était un candidat légitime à l'OTCA. Et c'est le concert des autres nations, des autres pays amazoniens réunis quelque temps après, qui se sont opposés. Mais donc les sentiments du Brésil officiel, celui de Lula, n'étaient pas négatifs, au contraire, puisqu'il plaidait pour notre adhésion. Alors, depuis, ils ont changé de position, mais ce que vous venez de nous annoncer sur ce retour par la petite porte est déjà en soi quelque chose de, personnellement, je trouve très encourageant. Voilà. C'est vécu. À l'époque, j'étais ambassadeur au Venezuela et j'allais voir Chavez et son ministre des Affaires étrangères. Bon, vous allez à Paris, donc vous allez annoncer la bonne nouvelle à Chirac qui ne demandait pas mieux, puis finalement... L'adhésion de la France comme membre plein supposerait de changer la Convention OTCA, puisque l'article 27 précise bien qu'il ne peut y avoir... Il y a 20 ans, il n'y avait pas d'opposition de cette nature. Si, c'est l'article 27, je l'ai là ici, je le tiens à disposition. Oui, non, ça supposerait un gros travail préalable. Mais elle peut être observateur. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas le Brésil qui est en contre nous. Ce sont les autres pays. Oui, on parle beaucoup, concernant l'Amazonie, du point de non-retour. On fixe même autour de 2030, où le taux de déforestation serait tel, parce qu'actuellement, l'Amazonie, c'est une espèce d'organisme, entre guillemets, qui crée son propre climat, sa propre humidité, enfin, jusqu'à une époque récente, était capable de créer son propre climat, sa propre humidité par la transpiration des plantes, etc., et qui entretenait ce climat humide dont bénéficiaient d'ailleurs tous les pays autour par la circulation, les circulations des courants d'air, si je puis dire, autour du continent. Et qu'actuellement, avec la déforestation, en fait, ça alimente un cercle vicieux, c'est-à-dire que la déforestation alimente la sécheresse, qui alimente la perte de captation de carbone, parce que les arbres, quand ils sont soumis au stress de la sécheresse, ferment leurs stigmates et pour ne pas transpirer, entre guillemets, pour essayer de conserver leur eau, et de ce fait freinent leur absorption de gaz carbonique. Donc, ce qui fait, en fait, c'est un cercle vicieux qu'on est en train d'alimenter en déforestant. Et on parle d'un point de non-retour vers les années 2030, où le taux de déforestation sera tel que de toute façon, la situation sera irréversible et non récupérable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais juste ajouter un point. On a parlé tout à l'heure des bons de carbone. Donc, demain, nous recevons... pour ceux qui sont intéressés pour éventuellement venir me voir, on reçoit près de la présidente des associations quichua de l'Amazonie péruvienne, qui est en ce moment en bisbille avec Total, puisque Total a acheté une grande partie d'un territoire autochtone, sans en référer bien sûr aux populations locales, et en versant 80 millions de dollars à l'État péruvien. Ça va passer dans les poches de certains hommes politiques ou d'organisations, mais sûrement pas pour les gens du coin qui perdent l'accès à leur territoire. Voilà, donc je voulais dire ça. Oui, bon, les points de non-retour, il est mentionné dans l'évaluation, effectivement. Et c'est une situation qui peut arriver pas seulement à l'Amazonie, mais dans presque tous les écosystèmes. Et donc, en effet, par l'Amazonie, les prédictions disent que si la déforestation atteint les 20% ou 25% de la surface forestale originale, on est là, on est dans les points de non-retour. Mais aussi, si la température de la planète continue à augmenter de 3 ou 4 degrés,
on est là aussi. Donc, dans l'Amazonie, il y a 2 facteurs qui peuvent déclencher ces points de non-retour. Je dirais la même chose, mais un peu autrement. On y est déjà, en fait, parce que l'Amazonie, c'est effectivement un gros bloc, mais pour l'instant, c'est aux franges que ça a été grignoté. Et là, il y a des points de non-retour. C'est déjà fait. On dit, on y est déjà, quoi, au point de non-retour. Donc, c'est très hétérogène. Et ce qui est grave, c'est les routes, et dont la fameuse BR, alors je ne sais pas si c'est la 69 ou là, qui, elle, va couper vraiment en 2 le massif forestier. Parce que pour l'instant, le massif forestier, il tient. C'est vraiment sur les bords. Mais on y est. Et il n'y a pas qu'en Amazonie où... Alors si, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Il faut arrêter de dire que ça va être savanisé, l'Amazonie savanisée. Non, la savane, c'est un écosystème très riche. Hein, le Cerrado, c'est un écosystème très riche qui lui aussi... Alors lui, il est déforesté à plus de 50%. Hein. Bon, donc la savane, c'est un écosystème très riche. Ce qui va se passer, c'est... on ne sait pas trop quoi, hein, un écosystème complètement... Une forêt sans ses services écosystémiques élémentaires, sans rien du tout. Alors, soit des champs, on va voir ce que c'est, mais c'est certainement pas une savane. Il faut faire attention à ça, il ne faut pas déprécier le terme de savane. Voilà. On parle que ça arrive de transformer des régions entières, notamment autour des deux tropiques, en désert. C'est même pas ça, c'est des écosystèmes qui ont perdu leur fonction d'écosystème. Je crois que c'est plus correct de les dire comme ça. Une question ? Rapidement, est-ce qu'on sait à peu près à combien s'élève la population autochtone ? Oui, c'était dans le petit dessin. Là. Dans la fresque. Oui, il y a plus de 7 milliards de... Ah non. Millions. Non, c'est pas ça. Non. Si, c'est de cet ordre-là, 5 ou 7 millions de... Oui. Voilà. Sachant que c'est une population qui augmente, puisque maintenant... on peut se déclarer autochtone sans se couvrir, sans se cacher. Voilà. Donc ça joue énormément. Et puis également, on est autochtone, on peut très bien vivre en ville et être autochtone. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter aussi avec une vision peut-être un peu trop... voilà, petite indienne dans la forêt, c'est pas ça, quoi. Voilà. Une petite précision, quand vous parlez de population autochtone, est-ce qu'on prend en compte les populations afro-descendantes, descendantes de nègres marrons? Alors, il y en a au Brésil, beaucoup, alors, en Amazonie. Alors, en Guyane, les afro-descendants font partie de ce qu'on appelle les... Parce que nous, on n'a pas de population autochtone. Nous, on a des communautés d'habitants en France. D'accord. Pour ne pas dire autochtone, on a trouvé ça. Donc, nous, on a des communautés... Et donc, les descendants d'Africains font partie des communautés autochtones au même titre que les Amérindiens. D'accord. Au Brésil, c'est beaucoup plus large, on parle de communautés traditionnelles. Et les communautés traditionnelles, il y a un décret, alors il y en a 160, hein, il y a un nombre de communautés traditionnelles, c'est aussi bien les dames qui font des choses, de l'huile avec du babassou, les gitans, il y a énormément de populations traditionnelles de façon beaucoup plus générale, il n'y a pas que des peuples autochtones. En français, on traduit peuple indigène par autochtone. Mais dans le colonial. C'est vrai que dans le cadre de l'évaluation, quand on parlait des communautés autochtones, on parlait surtout des indigènes. Mais c'est reconnu aussi qu'il y a effectivement les populations d'afro-descendants et des communautés locales qui sont déjà là-bas. Et oui, en Colombie, les afro-descendants ils sont reconnus comme propriétaires de terres d'ailleurs. Et ouais. Mais il y a une grande diversité dans les droits à la terre et dans la reconnaissance dans toute l'Amazonie. En Suriname, il n'y a presque aucune reconnaissance. Et au Guyane, par exemple, il y a une grande partie d'afro-descendants qui habitent dans la forêt. Donc, effectivement, la diversité des populations, ce n'est pas que les communautés indigènes. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de dire il faut garder 30% du territoire en aire protégée, il faudrait mieux commencer par dire il faut reconnaître les droits des populations locales, autochtones et locales. C'était pour ça d'ailleurs que les populations autochtones étaient contre ça. Bien sûr. Est-ce que quel est le degré de dégradation de la situation en Guyane française par les orpailleurs clandestins? On raconte partout que ça empoisonne les populations qui vivent dans la forêt avec le mercure, des phénomènes de ce type. Moi, je trouve que c'est surtout tout ce qui va autour, hein. C'est-à-dire
tout cet état d'esprit, le fait que tout ce qui tourne autour, enfin, les histoires de viol, de vol, d'insécurité. Moi, je trouve que c'est plus un problème social qu'un problème environnemental, mais c'est aussi un problème environnemental extrêmement important. Là-dessus, sur le mercure, attention, hein, quand vous abattez, quand on fait un abattis, la forêt tropicale, quand vous la coupez, il y a du mercure qui part. Hein. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que le mercure lié à l'orpaillage, ça n'existe pas, mais souvent on a trouvé plus de mercure dans le cheveu des Amérindiens en amont qu'en aval d'un placier, par exemple. Oui, absolument. Oui. Il y a énormément de mercure natif dans les forêts tropicales, dans les sols des forêts tropicales, et quand on les défriche, là aussi, la déforestation libère du mercure. Y a-t-il une autre question? Bon, et s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais simplement signaler que le 29 mai, dans quelques jours, il y aura un autre débat concernant les problèmes de l'environnement. La conférence s'intitule « Ce que la gauche doit à l'écologie ». Donc 29 mai 2024 à 18h30, vous êtes cordialement invités. Merci.